Pour faire suite à ce que vient de dire Nicolas Bourg sur les incohérences de la PPE 3, on va voir qu'avec la loi APER, il y a pas mal d'incohérences. Et de façon générale, sur la façon dont les gouvernements successifs ont essayé je dirais, de légiférer ou de réglementer l'implantation des énergies renouvelables dans les communes. Donc la loi APER, elle fait suite donc à de nombreux essais de cette légifération, de cette réglementation. La loi 3DS, de nombreuses tentatives au Sénat ou à l'Assemblée nationale demandant le droit de veto des maires, la possibilité qui a toujours été refusée, et plus récemment les directives Pompili, où elle a défini donc les zones d'accélération. Donc, et ces différentes lois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles ont, ou ces différentes réglementations, ce qui est intéressant, qu'ils sont fait des allers-retours entre on laisse la parole soit à la région et essentiellement aux préfets de région et aux communautés de communes. Et plus récemment, avec la loi APER, on est revenu sur un positionnement plus centré sur les communes et sur le département. Je dirais, c'est la nouveauté de la loi APER. Initialement, on a considéré que c'était plutôt une bonne chose, puisque nous, Vendée c'est la parole aux maires face à l'éolien. On s'est dit, enfin, les maires vont pouvoir décider. Et je pense que de nombreux maires l'ont cru. En fait, on a assisté dans cette présentation de la loi APER à une désinformation massive de la part du gouvernement, mais surtout des préfectures et des DREAL, où à chaque fois, on présentait les renouvelables comme comment dire, tout à fait nécessaire et la clé pour arriver à bout de tous les problèmes et d'énergie et de réchauffement climatique. Et évidemment, si on implantait des éoliennes ou des panneaux solaires dans sa commune, on allait immédiatement avoir moins d'impact du réchauffement climatique dans sa commune. C'était presque aussi grossier. Donc, une grosse campagne de désinformation qui continue toujours. Avec la PPE3, on est à peu près au même niveau. L'autre souci, c'est que dans l'implémentation, les outils étaient absents, les référentiels techniques étaient faibles, et en fait, on a démarré sur les zones de Pompili, que l'administration a coloriées de façon plus ou moins différente, mais en réalité, c'était la même chose. Ensuite, donc, la plupart des communes étaient confrontées à un manque d'information et de pédagogie et une méconnaissance totale de l'administration, de la technocratie française par rapport aux capacités des petites communes à décider, à s'organiser. Je me souviens toujours d'une présentation du bras droit de Pannier-Runacher qui disait au maire et vous inquiétez pas, vous avez des chats, des forums, vous pouvez parler entre vous, etc. Et je suis désolé, mais les petites communes, elles sont tout à fait incapables de maîtriser et des forums et des chats et se connecter à droite et à gauche. Voilà, on a 36 000 maires, ils ne sont pas tous à un niveau nécessaire. On peut le regretter, mais c'est la réalité du terrain. Et le gouvernement et l'administration n'ont absolument pas œuvré à ça. Donc les élus étaient fondamentalement livrés à eux-mêmes, contraints de délibérer dans l'urgence. Les CRE, les CRE et les référents préfectoraux, dans la plupart du temps, ont été totalement incapables de répondre aux élus. Les communautés de communes, comme elles ont été délaissées dans cette loi APER, était plutôt, on va dire, reluctantes pour fournir des informations. Elles ont dit, ben non, c'est les communes et le préfet du département, donc nous, on n'a pas de rôle à jouer spécifique là-dedans. Ensuite, le calendrier était très incertain, donc il y avait un UCAS pour répondre, je ne sais plus quand, je crois que c'était fin décembre 2023, il fallait absolument répondre, sinon c'était la catastrophe. Ensuite, le bras droit, toujours de Pannier-Runacher, a dit non, non, c'est un objectif mais ce n'est pas un calendrier qui est obligatoire. On lui a posé la question, mais alors pourquoi vous ne le supprimez pas du calendrier, enfin le décembre 2023? Encore une fois, c'est un objectif, on n'a pas besoin, c'est comme ce n'est pas obligatoire, on n'a pas besoin de le supprimer du calendrier, parce qu'il y a n'importe quoi. Cette loi était vraiment très mal faite. Donc, ce qui a, malgré tout, ce qu'elle a permis de donner, c'est ces magnifiques camemberts que vous allez voir,
Donc là, vous avez deux disques. Au centre, un espèce de 45 tours, on va dire, pour ceux qui connaissent encore les disques noirs. Et puis au centre et à l'extérieur, le 33 tours. Donc le 33 tours, c'est les nombres de zones et au centre, c'est la surface. Ce qui est d'important à mes yeux dans ce résultat, donc qui est un résultat officiel du CEREMA, qui porte sur environ 30% donc, des communes, puisque ces 30% des communes ont répondu. Donc vous voyez que là, sur ce graphique, c'est l'importance du rejet massif de l'éolien par les communes, puisqu'elles ne consacrent à l'éolien que 1% des zones et 3% des surfaces. On constate également l'importance du solaire, en particulier du solaire photovoltaïque, qui est une conséquence directe du rejet de l'éolien. Puis tout de même, une part non négligeable du solaire thermique. Et de façon générale, les maires ont mis en avant tout de même la chaleur thermique avec la biomasse, la géothermie. Donc ça, c'est une relative nouvelle auquel on ne s'attendait pas forcément. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un décalage profond entre la vision de l'administration et ce que souhaitent les territoires. Il y a un décalage pour l'éolien, puisqu'on voit seul 1% des dossiers ADER concernent l'éolien. Or, la PPE multiplie par 2 l'éolien terrestre et par 37 l'éolien maritime. Il y a, je dirais, un décalage probable sur le solaire, puisque, en fait, quand on demande aux maires, quand ils répondent solaire, pour eux, c'est solaire en toiture, essentiellement. L'agrivoltaïsme, vous savez, c'est un grand débat. Il y a tout de même beaucoup de maires qui sont opposés et probablement que pour le gouvernement et l'administration, ils sont plus centrés sur les grands champs d'agrivoltaïsme qui sont probablement plus intéressants pour eux. Et concernant l'ENR thermique est quasiment absent de la PPE 3 et les ENR thermiques représentent tout de même 43% des propositions des communes. Donc on voit ce décalage entre l'administration et les élus. Je pense que l'administration n'en aura pas fait grand-chose. Les indicateurs, malgré tout, sont de faible portée. 30% des communes ont répondu. Les données sont hétéroclites puisque certaines communes ont répondu plutôt en surface, donc des zones ciblées. Moi, je vois dans mon propre département sartois, il y a des communes, elles ont tout grisé. Donc, toutes leurs communes, c'est 100% éolien, 100% PV, 100% thermique, 100% tout. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, quand les gens ne sont pas suffisamment informés, quand en plus ils n'ont pas le temps et quand en plus la cartographie, pour la plupart des communes, est d'une lourdeur abyssale, c'est très, très difficile de répondre. Un point qui est vraiment très important, c'est que la quantification n'était pas dans le questionnaire. C'est-à-dire que c'est valable de façon globale, ni en puissance installée, donc en mégawatts, ni en production, gigawattheure. Et de même, la différenciation entre les différents types d'énergie solaire n'a pas été définie. Donc, parmi, on peut dire, certains bénéfices, les élus découvrent qu'ils peuvent orienter leur stratégie énergétique. Donc, ils ont tout de même un peu joué avec ça, et ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est que les citoyens sont globalement très peu préparés à participer efficacement. On le voit, nous, associations, on a un très grand mal à mobiliser les citoyens sur des sujets tout de même qui sont très complexes. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin d'un pilotage territorial clair, outillé, avec des moyens pour les communes, ce qui a totalement manqué dans la loi APER. Donc, ce qu'on peut dire en première conclusion, c'est qu'un pilotage est nécessaire pour ce type de démarche, que les ENR territoriales doivent contribuer à mieux maîtriser le coût d'électricité dans la production des circuits courts, et que le principe des creux est amélioré, parce qu'aujourd'hui, les creux, elles sont tout de même très loin des territoires, elles sont très loin des consommateurs. Il faut même certainement les rapprocher des associations. Moi, je vois que dans notre région, les associations présentes au creux, ce sont des associations qui sont phagocytées par les promoteurs d'énergie renouvelable, ça c'est clair, et d'éolien en particulier. Donc là, il y a un souci. Alors, le point 3, les creux ne peuvent fonctionner qu'avec une LPSS stabilisée après évaluation économique et PPE optimisée. Donc, ce qu'il y a d'absolument ahurissant dans la procédure ZADER, c'est que la procédure ZADER, donc,
elle s'appuie sur elle demande des objectifs, donc des énergies renouvelables, mais lesquels objectifs ils sont censés matcher, si on peut dire, avec les objectifs généraux. Donc, mais ces objectifs généraux, aujourd'hui, c'est ceux de la PPE3, donc ils ne sont pas connus. Donc, on a fait, une fois de plus, un peu n'importe quoi. On a demandé au maire de définir des objectifs qui doivent cadrer avec un objectif général qui n'est pas défini. Dernier point tout de même, ce dont on s'est aperçu, de ce dont on est convaincu, c'est que la procédure ZADER, c'est essentiellement un truc, si je puis m'exprimer ainsi, pour permettre à RTE de commencer à zoomer sur les zones d'accélération, les zones où il pourrait intervenir pour préparer donc la construction des futurs réseaux pour accueillir les énergies renouvelables. On pense que les adhèrent, c'est très, très, très motivé par RTE derrière, qui a ce besoin. De toute façon, ce besoin, il est quelque part légitime. Mais voilà l'explication.